Le wokisme, on en parle tout le temps, surtout sur cette chaîne, je vous la Tu es, je cite d'ailleurs un télétracteur, l'écrivain officiel de consacré. l'islamo-gauchisme. Je ne sais combien d'émissions à la cancel culture, au wokisme, vous savez, au genre et tout ça. Parler wokisme. Mais alors, quel est le rapport avec cette actualité? En fait, cette nomination a provoqué un véritable tollé sur les réseaux. Si vous cherchez la définition exacte de wokisme, il est bon de savoir. Aujourd'hui, on va parler du wokisme. Et puis surtout, par exemple, wokisme, c'est que wokisme. Excès de wokisme entre woke. Un Wokisme. quoi, le wokisme est un mouvement. Mais wokisme. Alors, avant tout, un des problèmes majeurs du wokisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est sa définition, ou plutôt son manque de définition claire. On nous bassine depuis des années avec ce terme que la plupart rechignent finalement à définir. Donc la plupart du temps, on choisit de repartir à son origine. Donc le mot woke ou awake et ses dérivatifs apparaissent vers la fin du 19e siècle, pour parler notamment dans les cercles abolitionnistes ou anti-esclavagistes de ce sentiment d'éveil face aux horreurs de l'esclavage et du racisme anti-noir aux États-Unis. Après, voilà, le mot, il revient très souvent dans les mouvements sociaux pour la libération des personnes noires, à travers les années 30, 70 et du coup, de façon très prominente, durant les années 2010. Le mot prend une tournure assez grave pendant les mouvements féministes, antiracistes, transpositifs et LGBT des années 10, notamment pour parler de #MeToo, de BLM, bref, de tous ces mouvements qui cassent bien les couilles aux puissants. Maintenant, le mot woke, comme on peut le lire sur Wikipédia, c'est un mot fourre-tout. Et concrètement, même les dictionnaires comme le Robert décrivent le wokisme comme un courant de pensée d'origine américaine qui dénonce parfois de manière intransigeante les injustices et les discriminations subies par les minorités. Donc, qu'on soit bien clair, il y a un avantage à brouiller et flouter la définition des mots. D'ailleurs, un des bouquins préférés des médias conservateurs pour parler du wokisme, c'est 1984. Le Big Brother woke vous regarde et cherche à vous censurer pour vous baiser par derrière. Malheureusement, c'est clair que les conservateurs sont pas des grands lecteurs, parce qu'ils se trompent assez largement de lecture quand il s'agit de ce bouquin. Orwell, quand il parle du concept de novlangue, il parle de cette limitation volontaire du vocabulaire par les pouvoirs et les élites. Parce que quand on limite le langage à quelques mots au lieu de beaucoup, on ne pense plus. Il n'était pas nécessaire que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Tout ce qu'on leur demandait, c'était un patriotisme primitif auquel on pouvait faire appel chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail ou des rations plus réduites. Ainsi, même quand ils se fâchaient, comme ils le faisaient parfois, leur mécontentement ne menait nulle part car il n'était pas soutenu par des idées générales. Ils ne pouvaient le concentrer que sur des griefs personnels et sans importance. Les mots les plus grands échappaient invariablement à leur attention. Donc l'intérêt évident du wokisme, chez les conservateurs, celui qui saute aux yeux, c'est celui de limiter la réflexion ou le débat critique. Les grands mots qui sont à l'origine d'un mot comme woke nous échappent, et en cela, on n'a plus besoin de penser les revendications du wokisme. Quoi que ça veuille dire. On peut le barrer d'une traite. Pour être honnête, c'est un truc que j'ai toujours admiré chez les grands médias conservateurs et les gens de pouvoir. Ils ont toujours su exactement comment retourner une situation à leur faveur. 1984, du coup, ça ne parle plus d'eux, ou de leur technique de limitation de la pensée dans un but de contrôle social. Ça prévient des dérives du wokisme. Ce wokisme qu'on se refuse à définir. Vous vous souvenez sûrement de tous ces mots-clés que les médias adorent nous rabâcher quand ils parlent de wokisme. Bien-pensance, cancel culture et j'en passe, c'est des meilleurs. Ces mots-là, ils font peur. Ils rappellent des sensations désagréables. La fois où ta nièce t'a corrigé quand t'as dit transsexuel au lieu de transgenre. Cette bien-pensance affreuse qui fait mal à l'ego. La fois où ton artiste préféré s'est fait cancel. Les regards de travers qu'on te lance quand on te chope en train de l'écouter malgré son cancelling. Bref, ces mots-là, ils sont là pour évoquer quelque chose de vaguement négatif. Des Griefs personnels et sans importance. Tous ces mots, ils servent à t'empêcher de penser, parce que plus tu seras indigné et plus ils pourront te contrôler. Mais aujourd'hui, je vais essayer de les définir tous ces termes, en commençant par le wokisme. Le wokisme, c'est avant tout un mot récupéré. C'est une insulte lancée d'une main molle sur tous ceux qui osent s'indigner de l'injustice sociale ou des inégalités systémiques. Donc maintenant, être woke, c'est péjoratif par nature. Je vous rappelle le terme par exemple de SJW, Warrior de la justice sociale, énième insulte marrante pour parler de ces militants de gauche. En bref, être woke, c'est être contre la liberté de penser. Alors, bon, il est partout le wokisme, par nature. C'est une dangereuse idéologie de laquelle il faut protéger vos gosses. Si on en croit le Figaro, qui je le rappelle est quand même le deuxième journal le plus lu en France, le wokisme est dans la médecine, dans les universités, il est financé, il est partout. Quand on ne sait pas ce que c'est, ça peut être tout, et donc ça peut être partout.
Deuxièmement, le wokisme, il est avant tout dans les institutions publiques. L'histoire écrite par les conservateurs vous fera croire que le wokisme est institutionnel, qu'il est gouvernemental. En somme, il est partout, sauf chez Bolloré. Et du journalisme de gauche en France. France Info, France Inter, Le Monde. Là, vous avez un strike. Vous pouvez écouter cette émission, c'est absolument formidable d'ailleurs. Je vous rappelle que c'est avec vos impôts, hein. C'est avec vos impôts, c'est parrainé donc par Le Monde, France Info, France Inter. Donc là, vous n'avez pas de souci, vous savez ce que vous écoutez. Donc là, ça saute aux yeux. Le combat contre le wokisme, il se fait dans le privé, dans les poches des milliardaires et des barons du média. Ce que notre petit Pascal a bien fait d'oublier, par contre, c'est les réponses anti-woke organisées par le gouvernement depuis les années 2010. En 2021, Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation, lance un think tank contre le wokisme. Il désigne le wokisme comme un obscurantisme, et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Et ça en dit très très long, parce que finalement, le wokisme, pour eux, c'est un peu tout ce qui s'oppose à leur idéologie dominante. Donc là, on étend encore plus le brouillage du vocabulaire de la réflexion critique. Je me situe dans la ligne républicaine qui correspond à mon avis à 90% de ce que veut des Français. C'est-à-dire, les gens veulent considérer que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est la base de notre déclaration des droits, et ils veulent qu'on cesse la course à la victimisation, la course aux identités en tous ordres, alors que notre première identité, c'est d'être des Français républicains. Donc le wokisme, c'est le rempart à la liberté de penser, selon eux. C'est une attaque sur l'histoire, c'est des néopronoms, des censures, des libéraux, des capitalismes, des politiques, des institutions, des médecins, des anarchistes, des trans, des pédophiles, des drag queens, des cas psychiatriques, des antidémocraties, des anti-républicains, putain de merde, tout est wokiste. Tout le monde est wokiste et personne ne l'est. Donc tenter de savoir qui sont les wokistes, c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Et encore, t'aurais plus de chances de trouver cette aiguille que de trouver un wokiste authentique dans tout ce joli bordel. Quand on dit l'idéologie, tout à l'heure je disais c'est une idéologie d'État, c'est une idéologie des grandes institutions. Et ça fait des victimes. Dans le domaine de la santé, si vous voulez, si on veut parler du genre, vous n'êtes pas sans savoir la question des victimes que sont ces adolescents que l'on mutile très jeunes pour des raisons a priori idéologiques, mais en fait qui sont des raisons économiques. Une transition de genre aux États-Unis, ça coûte 150 000 €, qui sont récupérés par les grandes sociétés américaines. Donc Alain Policard, sociologue et politologue au CEVIPOF, est auteur de nombreux bouquins sur les thématiques du wokisme. Il a gracieusement accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Estimez-vous qu'il existe une forme de censure systématique des ouvrages et des penseurs dits anti-wokistes? Je pense par exemple à la supposée censure du livre collectif face à l'obscurantisme woke. Non, bien sûr. Le livre est paru et le fait que l'opportunité de cette parution ait été discutée a considérablement favorisé son succès. Ouvrage d'ailleurs particulièrement mauvais, la plupart des autrices et auteurs s'aventurant hors de leur champ de reconnaissance académique. J'ai pu mesurer le niveau d'incompétence de 2 des 3 directeurs puisque j'ai été invité à débattre avec Pierre Vermeuren puis avec Emmanuel Hénin, les 2 fois sur France Culture. Erreurs factuelles innombrables et faiblesse de l'argumentation, 2 caractéristiques très présentes dans un livre fait de textes pamphlétaires plus que d'articles répondant au canon de la recherche. Dans quelle mesure estimez-vous que le wokisme domine désormais le monde scientifique et la recherche universitaire, et notamment sociologique en France? Je ne peux, en toute cohérence, répondre à cette question puisque je ne reconnais pas l'existence de l'objet wokisme. Si l'on songe aux études consacrées au genre, à l'intersectionnalité, l'enquête intitulée « La part du genre, genre et approche intersectionnelle dans les sciences sociales françaises au XXIe siècle » menée par Étienne Ollion, démontre que leur nombre est passé de 9% à 11,4% entre 2001 et 2022. On est très loin d'une poussée massive. On peut affirmer que ceux qui développent d'autres thématiques ne sont nullement empêchés de le faire. Dans quelle mesure estimez-vous que le wokisme est un mouvement inédit? Y a-t-il des précédents dans l'histoire française ou internationale de mouvements progressistes vécus comme le wokisme et désormais vécus par les sphères républicaines? Il me semble important de s'interroger sur le rôle de l'anti-wokisme. Plus précisément, sur la façon dont wokisme, terme exclusivement polémique, en est venu à désigner une chimère dont la fonction principale est de stigmatiser les idéaux démocratiques. Sans doute, l'anti-wokisme remplit-il mieux que les querelles précédentes, political correctness, islamo-gauchisme, les conditions d'une sorte de camouflage de sa logique politique. Et pour revenir à votre question, c'est un invariant de la pensée réactionnaire que d'accuser les idéaux progressistes d'œuvrer en réalité contre les idéaux dont ils se revendiquent. Cette rhétorique du retournement du stigmate est très loin d'être nouvelle. Tout cela relève de la manipulation de l'opinion publique.
Vous l'avez peut-être vu passer sur les plateaux, Nora Bussini, c'est la meilleure amie des républicains anti-wokistes, que ce soit sur Sud Radio. Nora Bussini, journaliste, chroniqueuse au point et auteur de ce nouveau livre, Les Nouveaux Inquisiteurs. Pour FP+. Mon invité du jour, journaliste d'investigation à Factuel, a infiltré ces mouvements qu'on appelle wokisme. C'est News. Les Nouveaux Inquisiteurs, je disais l'enquête d'une infiltrée. Elle est invitée de partout pour raconter son histoire. Donc petit retour en arrière, Nora Bussini n'est pas journaliste. Elle vient en effet d'études de lettres à la Sorbonne, durant lesquelles elle a travaillé comme surveillante dans un collège de région parisienne. Je m'appelle Nora Bussini, je suis étudiante, j'ai 22 ans. Et à côté, ça va faire 3 ans maintenant que je suis pionne, plutôt assistante d'éducation. Donc elle est très vite capturée par le journal de droite Le Point, qui publie sous forme de chronique son histoire de pionne dans un établissement à problème. Donc évidemment, le but n'est pas de remettre en question son vécu, mais bien de rappeler que les intervenants médiatiques comme Nora Bussini ne sont pas toujours formés à être ce qu'ils prétendent. Depuis la publication des Nouveaux Inquisiteurs en 2023, la Nora, elle a vu une ascension pas possible dans les milieux de droite. Ce qu'elle raconte, c'est ça. J'ai été engagée pour appliquer la non-mixité, c'est-à-dire trier les personnes blanches pour qu'elles aillent dans d'autres cortèges pour laisser les personnes dites racisées entre elles. Alors, une enquête en immersion, l'idée c'est de se cacher sous une fausse identité. Et tu vas enquêter sur un sujet qui est autrement inaccessible. Donc en vrai, moi, quand je pense enquête infiltrée, je pense à des mecs comme Hunter S. Thompson, qui s'est infiltré pendant 1 an chez les Hells Angels, en 1966. Ou Elizabeth Cochrane, auto-admise dans un hôpital psychiatrique pour femmes à New York. Donc c'est une pratique dangereuse, contestée, assez compliquée sur le plan éthique et journalistique. Mais Nora Bussini, autoproclamée journaliste d'investigation, elle s'est immiscée pendant 1 an chez les wokistes. Étonnamment, avec l'aide de militants qui sont LGBT, des militants qu'on peut appeler concernés, et qui m'ont dit, voilà, nous on n'en peut plus, on observe une sorte d'extrême dans le militantisme. Donc elle part avec énormément d'a priori et de biais personnels quand elle finit à l'organisation de la Pride radicale de Paris en 2022. Cette Pride, on en entend parler. Cette Pride radicale, où moi j'étais engagée au service d'ordre, et plus particulièrement au service d'ordre, j'étais chargée d'appliquer de la non-mixité, ça veut dire que je triais les personnes selon leur couleur de peau, pour laisser les personnes dites racisées entre elles, et mettre les blancs à l'arrière. Et elle revient en terre raisonnée avec Les Nouveaux Inquisiteurs, un bouquin profondément biaisé, sans réelle méthodologie journalistique rigoureuse, et truffé d'anecdotes vouées à démonter le délire woke. Je propose à Alice de commencer à maintenir la non-mixité du cortège des non-racisés. Autrement dit, éloigner les blancs. Je tente une approche vers un groupe de personnes noires et métisses parmi lesquelles figurent 2 jeunes roux à la peau ivoire et m'éclaircis la voix avant d'interrompre leur conversation témoignant de leur hâte et de leur joie de participer à l'événement. Désolée, mais cette partie du cortège est réservée aux personnes racisées uniquement. Donc Nora, en bonne universaliste républicaine, elle est choquée. À juste titre, hein. C'est chaud a priori de trier les gens par leur couleur de peau. Donc elle s'empare de cet exemple et elle le parade de partout comme un étendard de fierté. Et les médias, ils bouffent ça à la cuillère. Jusque-là, les woke, c'était une population assez floue. On sait pas vraiment qui c'est et ce qu'ils font. Mais Nora, elle est allée dans les tranchées, elle. Donc on sait pas vraiment ce que sont vraiment les revendications des wokistes, mais au moins on a Nora Bussini pour nous raconter son année en enfer auprès des plus radicaux des radicaux. Ce qu'elle omet de dire par contre, c'est que la Pride et la Pride radicale, c'est 2 choses bien différentes. La première, elle s'est passée le 25 juin 2022, et l'autre, le 19. C'est important de faire la distinction parce que la Pride, ça fait presque 50 ans qu'elle existe en France. Et la Pride radicale, eh ben, c'est que depuis 2021. L'une attire des centaines de milliers de personnes tous les ans, et l'autre, ils étaient 40 000 au moment où Nora Bussini y participe. J'ai vu à quel point la manif, en général, elle restait non politique, de cortège, avec des slogans politiques. Ça doit réactualiser notre engagement queer et féministe, ça doit nous pousser à renouer avec ce qui étaient les origines de la première Pride, à savoir une émeute en réaction à une descente de police dans un bar à Stonewall en 69. La Pride radicale, c'est une réponse à la Pride jugée trop complaisante, pas assez politique. On en pense ce qu'on veut, mais je trouve ça important de rappeler que quelqu'un qui se ramène à la Pride radicale, c'est pas la même que quelqu'un qui se pointe à la Pride. On sait d'avance que c'est indépendamment organisé par des associations, et que les cortèges y sont plus politiques. Donc Nora s'inscrit au service d'ordre de la Pride radicale, qui sert notamment à assurer la non-mixité des cortèges en non-mixité. Je sais pas combien de fois il faut que je le dise, mais bref. Elle est pourtant choquée de devoir trier les gens non racisés dans un cortège réservé aux personnes racisées dans une Pride radicale. C'est dans le nom, Nora. Les gens qui se ramènent à la Pride radicale savent qu'il y a des cortèges en non-mixité. S'ils ne le comprennent pas, c'est pas étonnant qu'on leur demande de respecter l'organisation. Mais en dehors de tout ça, est-ce que cet exemple retenu d'un événement spécifiquement organisé de façon plus radicale que la Pride peint un portrait factuel de l'état du wokisme en France? Est-ce que tous les militants LGBT, féministes, trans ou racisés sont en train de péter leur crâne et d'instaurer un système totalitaire de tri social? Est-ce qu'on est en train d'assister à l'arrivée dans nos consciences d'un nouveau parti social-démocrate à la pensée unique? Est-ce que Mélenchon est le porte-parole d'un wokisme sanguinaire prêt à ouvrir les portes des camps de concentration pour hommes blancs cisgenres? Non,
non et non. Mais les gens comme Nora Bussini, Blanquer, Pro, tout ce beau monde, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire sans le dire. Ils savent que le dire les ferait passer pour des tarés conspirationnistes. Donc au lieu de ça, ils se paient votre gueule avec la panique LGBT et les néopronoms. J'ai découvert que donc elle et ils sont évidemment dépassés. Il y a Yel, ça on le connaît, mais maintenant non, Yel c'est pas assez inclusif. Il y a d'autres pronoms qui doivent être beaucoup plus neutres. Alors dites, qui sont par exemple. AL. AL. Oui, AL. Oui. Il y a Ul aussi. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Pensée, qui était donc, désolé de le dire, un homme, et qui me disait... Un homme qui s'appelle Pensée. Alors, outre le traumatisme pour cette personne qui a fait confiance à quelqu'un comme Nora, tout ça pour qu'elle aille se foutre de sa gueule avec les caricatures de ton oncle raciste, enfin, vraiment, regardez comme elle est fière de son histoire, on dirait moi 8 ans qui dénonce quelqu'un de ma classe à la maîtresse, mais bref. Outre tout ça, et le fait que je considère pas ces trouvailles comme un vrai travail d'investigation, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que les gens comme Nora Bussini, c'est eux qui ont la parole. Qu'on le veuille ou non, le fait qu'elle ait été interviewée de partout et que son bouquin ait été dans le top 10 des meilleures ventes en 2023, ça prouve qu'elle fait partie de ce que les gens veulent voir et entendre. On est assoiffé de potins sur les wokistes. On a besoin d'entendre que nos peurs rationnelles imposées par les médias et les politiques sont justifiées par des anecdotes de terrain. Elle raconte ce qu'ils sont contents d'écouter. Personne n'invite les wokistes à la télé, à la radio, personne ne fait la promotion de leurs bouquins. En somme, personne ne les écoute. Tout ce qu'il reste, c'est les anecdotes de Nora Bussini. C'est ce qui apparaît dans ce militantisme, cet extrême du progressisme, c'est un morcellement des luttes. Parce que sous prétexte de dire qu'on veut absolument inclure tout le monde, moi j'en suis venue à trier des gens selon leur couleur de peau pour respecter l'inclusivité. Si elle était vraiment journaliste, elle aurait dit « Il y a une convergence des luttes. Moi j'en suis venue à dire à des blancs de respecter de pas envahir les espaces réservés aux personnes racisées. C'est bien la seule fois de leur vie qu'ils se verront refuser quelque chose parce qu'ils sont blancs. » Nora Bussini écrit dans son livre Les Nouveaux Inquisiteurs: lutter contre le racisme en séparant les gens en fonction de leur colorimétrie, prôner un régime vegan et balancer ses mégots et ses déchets par terre, dénoncer une police violente et insulter les forces de l'ordre sans véritable motif, faire un cortège pour les manifestants souffrant de handicap mais contraindre les personnes à mobilité réduite à rentrer à pied, se battre contre les privilèges capitalistes et pour les migrants mais empêcher les livreurs de travailler correctement. Pensez-vous que ces paradoxes constituent une disqualification des revendications dites wokistes? Sinon, pourquoi? L'ouvrage de Nora Bussini, que je me suis efforcé de lire, et notamment le passage que vous citez, est assez typique de la façon dont argumentent les anti-wokistes. On crée un adversaire imaginaire, dont on triomphe d'autant plus aisément que la description qui en est faite cherche l'assentiment et l'obtient aisément car nul ne se reconnaît dans le portrait à charge contre l'incivilité et l'absence de compassion du personnage créé de toute pièce par la journaliste. La réalité est singulièrement plus complexe, et elle n'obéit que rarement à ces dichotomies simplistes qui flattent un supposé bon sens. Si on oublie Nora Bussini, non, sérieusement, est-ce qu'on peut oublier Nora Bussini? Il existe des dizaines, voire des centaines de supposés penseurs obsédés par le wokisme. Je parle de philosophes, de journalistes, d'écrivains, d'éditorialistes, et bizarrement, la plupart d'entre eux travaillent pour Franc-Tireur ou pour Le Figaro. Donc Samuel Fitoussi, parmi d'autres, publie en 2023, grande année pour l'anti-wokisme, un bouquin intitulé Woke Fiction. Je vais passer rapidement sur celui-ci parce que même s'il a fait l'objet de nombreuses interventions médiatiques par le petit Samuel, le propos présenté est vraiment très limité. Dans ce bouquin, on explore une idée assez répandue. L'idée, c'est que les médias populaires seraient bouffés par l'idéologie woke. Ils pensent donc à des films, des séries, des œuvres de divertissement populaires, notamment hollywoodiens. Obliger l'art à se soumettre à des contraintes idéologiques, c'est en effet prendre le risque de pratiquer ce que l'on dénonce, c'est-à-dire imposer à la société tout entière une normativité établie par les dominants culturels et intellectuels de notre époque. Donc la tragédie ici, c'est que Samuel, il est pas loin du tout de la bonne conclusion. En effet, la récupération cynique des idées progressistes par les géants du média, que ce soit du coup, comme on l'a dit plus tôt, par le biais d'une critique anti-wokiste sur CNews, ou ici la représentation à demi-mot de minorités dans des films Disney, dans les deux cas, le but c'est de faire parler de soi. Quand Nora Bussini vante ses trouvailles sur Sud Radio, c'est sensiblement dans la même logique de réussite médiatique que Disney qui remplace Blanche-Neige par une actrice qui n'est pas blanche. Et pendant qu'on est trop occupé à débattre de la couleur de peau de Blanche-Neige, on oublie que le vrai combat dans le contexte médiatique, c'est la représentation. Notons d'abord l'intérêt commercial d'écrire des livres dénonçant les supposés abus du wokisme. Ces ouvrages, mauvais pour la plupart, renforcent l'idée de l'existence d'un grave péril sur notre culture, voire sur la civilisation dite judéo-chrétienne. En réalité, on observe un phénomène de fond, celui-là même que Trump cherche à démanteler, le programme DEI qui valorise la diversité, l'égalité et l'inclusion. Vous connaissez le slogan des ultra-conservateurs « DEI must die ».
C'est donc au changement profond, visant à rétablir l'équité pour les minorités ethniques, religieuses et sexuelles, que s'opposent les essayistes comme celui que vous citez. C'est bien dans les représentations populaires que les stéréotypes doivent être combattus. N'en déplaise à Samuel Fitoussi, il a été prouvé maintes et maintes fois que la représentation des minorités ethniques, sexuelles, religieuses, de genre et de classe dans les médias populaires est vitale au bon vivre d'une société qui progresse dans le bon sens. C'est tellement important de se rendre compte que Samuel, il touche presque au but quand il parle des dominants culturels. Ces dominants, c'est en effet les grosses boîtes comme Disney et tous les autres grands noms du cinéma, de la série, etc. Et ces gros noms de la culture populaire, ils sont les plus gros soldats d'une politique qui ne les intéresse pas. Ils refont des films de votre enfance en live action, déjà ça, ils savent que ça marche. Enfin merde, c'est quand même du génie capitalo, cette vague de remake. Et puisque leur gourmandise n'a pas de limite, ils se sont rendus compte que la polémique, ça vend encore plus. Donc, de la même façon que Nora Bussini se fait un bon gros chèque à la parution des Nouveaux Inquisiteurs, Disney se remplit les poches de votre haine. Si Ariel est une femme noire en 2023, c'est avant tout parce qu'ils savent que les racistes vont vouloir en parler à mort, et que les progressistes vont vouloir le défendre à tout prix. Dans les deux cas, le joyeux bordel, il n'a qu'un seul gagnant, et c'est Disney. C'est du génie marketing, ça on peut pas leur enlever. Je pourrais revenir sur les questions comme la cancel culture, mais franchement j'ai la flemme. Les convaincus seront confortés et les polémistes seront abreuvés. Est-ce que je trouve ça normal que Polanski reçoive un César alors que c'est un criminel recherché par la loi américaine? Non. Est-ce que je pense qu'on devrait boycotter les artistes qui utilisent leur notoriété pour abuser sexuellement des femmes qu'on ne croit même pas lors de leurs aveux? Oui. Mais là encore, mon avis il compte peu, ça dépendra plus des sensibilités de chacun. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que parler de cancel culture comme un phénomène récent de chasse aux sorcières, c'est un peu gros, quand on sait que chaque époque dotée d'un système médiatique assez fort a vu des figures polémiques se faire cancel. Là du coup, je renvoie ceux que ça intéresse au cas des Hollywood Blacklist, ou de Vanessa Redgrave qui a soutenu publiquement la Palestine en 1978, et a vu sa carrière s'effondrer pour cette raison. And you have refused to be intimidated by the threats of a small bunch of Zionist hoodlums, whose behavior is an insult to the stature of Jews all over the world and to their great and heroic record of struggle against fascism and oppression. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand combat républicain contre le supposé wokisme, c'est évidemment une tactique médiatique et politique pour, premièrement, diviser la société dans des cases préétablies. Wokiste versus universaliste. Mais je le dis et je le redirai, cette tactique, elle est vieille comme le monde. C'est nous versus eux. C'est une logique tribale très ancienne qui est profondément inscrite dans nos gènes. De nos jours, il y a les wokistes, mais on peut aussi parler de luttes imaginaires comme les boomers et les millennials versus les générations Z, comme s'il existait un vrai gouffre intergénérationnel infranchissable, ou les féministes universalistes versus les féministes d'aujourd'hui, comme si les deux groupes ne se battaient in fine pas pour la même chose, c'est-à-dire l'égalité à la fois en droit et en rapports sociaux entre les différents groupes genrés de la société. C'est Sega versus Nintendo, c'est Barbie versus Oppenheimer, les nerds et les populaires. En fin de compte, c'est autant de combats qui ne mènent nulle part. Le wokisme n'est qu'un exemple parmi bien d'autres. Deuxièmement, limiter la pensée. Limiter la pensée des masses populaires, c'est leur interdire une réflexion critique. Les gens comme Nora Bussini et tous les autres que j'ai pu citer aujourd'hui, qu'ils le fassent exprès ou pas, ils utilisent votre manque de pensée critique comme une arme contre vous. On l'a vu il y a pas longtemps avec le debunk de Luc Julia par Monsieur Phi. Les médias et les politiques ne sont pas intéressés par la recherche de la vérité ou de la nuance. Ils ne font pas de recherche sur les gens qu'ils invitent et surtout, ils ne remettent pas en question l'ordre préétabli par le monde dans lequel ils évoluent. Vous avez pu le voir aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de réfléchir en profondeur des questions comme celle du wokisme et son traitement médiatique et politique. J'espère d'ailleurs ne pas m'être trompé trop de fois, mais ça, c'est quand on a envie ou la possibilité de le faire. Les Samuel Fitoussi et autres penseurs de la droite raisonnée ne sont pas à la recherche de cette réflexion complexe et nuancée. Ils ont un a priori. Ici, le wokisme est une machine de destruction civilisationnelle et il n'y a pas de raison de remettre ça en question. Et ils suivent cet a priori jusqu'à, comme Nora Bussini, tomber sur des choses qui confirment leur a priori. En fin de compte, le combat de Nora Bussini, c'est pas la recherche de la vérité, c'est le maintien du statu quo. Voldemort et ses mange-morts, que J.K. Rowling d'ailleurs fait maintenant passer pour une métaphore prévenant du wokisme, Voldy, avant d'être un dangereux fasciste, il est un danger pour le maintien du statu quo. Donc à la fin de l'histoire, quand tout rentre dans l'ordre et que Voldemort est abattu, oui, les elfes de maison sont encore des esclaves, et les Weasley sont toujours pauvres. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'on est revenu au point de départ.
On a sauvé le statu quo. Je pense aussi à tous ces super-héros, qui in fine ne sont ni des disrupteurs, ni des défenseurs du peuple, mais bien les garde-fous d'un statu quo qu'il ne faut jamais, pour aucune raison, déstabiliser. Mais les mouvements progressistes, sociaux et libérationnistes ont toujours été suivis de profonds et difficiles changements dans la société. Pour libérer les esclaves aux États-Unis, il a fallu mener une guerre qui a coûté la vie à plus de 600 000 personnes. Pour donner le droit aux femmes de voter, et encore je parle même pas de droits plus fondamentaux, il a fallu des suicides et des explosions. Pour que les gays puissent avoir le droit d'exister en société, il a fallu se battre contre les forces de l'ordre et marcher par milliers dans les rues en foutant le désordre. Et là, franchement, je touche que les mouvements les plus connus. Je peux vous garantir que partout où il a fallu se battre pour obtenir des droits et une acceptation sociale, il y a eu des morts, des blessés et des réformes pour lesquelles la société n'était pas forcément prête. Méfiez-vous à tout prix du fantasme médiatique et politique selon lequel le wokisme est un mouvement particulièrement violent. Méfiez-vous de l'idée que le progressisme cacherait un racisme ou un totalitarisme pas assumé. Enfin, méfiez-vous de ceux qui veulent vous faire peur. Parce que la peur, c'est l'antithèse de la pensée critique. Qu'on soit à gauche ou à droite, on a tous le sentiment qu'on a raison. Et plus que ça, on a l'impression que la raison est de notre côté. On se retranche tous dans nos propres idées de ce qu'est la vertu. Et la seule arme qu'on a véritablement contre cet instinct, c'est le point d'interrogation. Posez des questions, restez curieux et ouverts aux idées des autres, questionnez les histoires que l'on nous raconte. Parce que le wokisme, je peux vous le garantir, n'est pas la seule histoire qu'ils essaient de vous raconter pour protéger leurs intérêts. J'ai essayé, un peu maladroitement au début de cette vidéo, de définir les termes. Mais le wokisme, malheureusement, c'est un mot qui ne veut rien dire. Et d'ailleurs, personne ne se reconnaît dans ces définitions. Alors essayons tous ensemble de reconstruire notre langage pour pouvoir mieux se comprendre, pour être plus patients les uns avec les autres. Tentons de renouer avec les combats qui nous unissent tous et de discuter sans cynisme et sans a priori de ceux qui nous séparent. Outre les pays, les drapeaux, les couleurs de peau et les mots, trouvons un moyen de mieux nous comprendre sans l'intervention de ceux qui veulent brouiller les pistes de réflexion et nous forcer à renoncer à notre humanité. Merci.